Si vous avez suivi mes dernières publications, j'avais laissé Bertrand du Guesclin en 1364 à la bataille d'Auray, durant laquelle il a été fait prisonnier. Mais Charles V, le roi de France, a besoin de lui. Sans lui, ses projets ne tiendront pas la route. En effet, après 1360, les armées ont été licenciées. Les soldats réguliers sont devenus des mercenaires. Ils errent sur les routes de France. Ils pillent, tuent, violent, s'accaparent les biens d'autrui. Globalement, toute la moitié de la France, au sud, est ravagée. Il faut en finir. Son père a essayé, mais son armée a été battue à Brignais, au sud de Lyon. Alors, il faut que cela change, car le peuple n'en peut plus. Et l'Église aussi, mais pour un autre motif, le pillage de ses richesses. Charles V et le pape Urbain V cherchent l'homme providentiel qui commandera une expédition en Espagne. Le roi de France avait posé la question déjà à Bertrand du Guesclin. Il sait que les compagnies lui vouent un grand respect comme chef militaire. Mais en cette année 1365, Bertrand est libre, mais toujours prisonnier sur parole de l'anglais Jean de Chandos à la défaite d'Auray. Il doit participer à aucun combat tant que sa rançon n'est pas intégralement payée. Du Guesclin emprunte 20 000 francs auprès de Girard Chabot, sire de Ray, qu'il verse directement à Chandos. Pour le reste de la rançon, Charles V l'honora, mais le roi, en bon gestionnaire, ne donnera le reste que sur reconnaissance de dette signée par Bertrand. Cela étant, du Guesclin est donc libéré pour commander cette expédition en Espagne. Fin septembre 1365, il arrive à Paris et rencontre le roi. Il lui fixe les objectifs suivants: combattre le tyran Pierre le Cruel, roi de Castille, et se débarrasser des Sarrasins et des Juifs, et mettre sur le trône Henri de Trastamare, le demi-frère de Pierre, un proche du roi de France. En fait, cette expédition n'a qu'un but pour le roi et le pape: se débarrasser des compagnies qui ravagent toute la France. Début 1365, il se met en route car il doit rencontrer le gros des troupes des compagnies à Chalon-sur-Saône. Il a avec lui quelques milliers d'hommes, des Bretons, des Normands, des Flamands, des Anglais et bien d'autres. Il est accompagné d'amis comme Jean de Bourbon, comte de la Marche, le cousin de Blanche de Castille, assassiné par Pierre le Cruel, le maréchal Arnaud d'Audrem, Antoine de Beaujeu, son frère Olivier du Guesclin et ses cousins bretons. Mais Bertrand reste le chef incontesté de cette expédition. Mi-octobre, il est à Chalon-sur-Saône. Les mercenaires arrivent de tous les coins de France. Peu de chefs l'ont vu, mais tous connaissent sa réputation. Il se pose plusieurs questions. Mais quel est le but de cette expédition? Quel trajet? Quelle perspective de butin? Il devra les convaincre de le suivre. Mais Bertrand se méfie. Il connaît bien ces gibiers de potence. Il y retrouve Hugues-Cavelet, son ennemi de la bataille d'Auray et son prisonnier au château de Montblanc. Il y a là des Allemands, des Brabançons, des Flamands, des Picards, des Lorrains, des Navarrais, des Anglais et bien d'autres. Bertrand du Guesclin s'adresse à l'Assemblée. Il commence son discours ainsi: Dieu vous garde, compagnons, je vous ferai tous riches et dans pas longtemps. Bien, soyez heureux, sire Bertrand, nous ferons tout ce qu'il vous plaira. Eh bien, nous sommes donc d'accord. Il y en a un, Hugues-Cavelet, qu'il prend à part, et qui lui dit: Bertrand, par Dieu qui créa le monde, j'irai guerroyer partout où il vous plaira, mais je ne combattrai pas contre le prince de Galles et Jean de Chandos. S'ils le veulent, je vous quitterai et irai les rejoindre, je le jure devant vous. Je vois très bien cela, effectivement. Puis, il invite et partage son vin. Tout s'arrange pour du Guesclin. Il explique l'objet de cette expédition en détail au chef des compagnies. Seigneur, voilà pourquoi je suis venu. Le roi de France, pour sauver son peuple, veut que vous veniez avec moi pour tuer les Sarrasins en Espagne
et punir de mort le roi Pierre qui a assassiné son épouse. Nous y trouverons bon vin, bonne victuaille et beaucoup d'argent. J'emmène avec moi le maréchal Arnoux de Drohem, le comte de la Marche, Olivier de Mony et ses frères, et d'autres beaux chevaliers. En Avignon, je vous ferai donner 200 000 florins et l'absolution de tous vos péchés. Les capitaines de compagnie sont très sensibles à ce discours et lui font un triomphe. Hugues Calvelet, leur chef, est résolu à faire la croisade. Pourtant, tous ne sont pas d'accord avec lui. Certains préfèrent continuer à piller la France et refusent de partir. 25 capitaines, avec leurs hommes, se rangèrent du côté de Bertrand. Ne nous y trompons pas. Les compagnies ne cherchent que l'attrait de l'abondance et la vie aisée en Espagne. Quand Du Guesclin a l'accord écrit et scellé, il monte à Paris pour l'expliquer au roi. Arrivé à la capitale, il lui explique « Sire, j'ai accompli votre gré. Je mettrai hors de votre royaume tous les pires gens de votre règne. » Bertrand, dit le roi, veille de garder ton corps et reviens en bonne santé et joie par la Sainte Trinité. Merci, sire. Mais un détail, les capitaines ont grande volonté de venir à Paris, votre bonne cité. Je le veux de bon gré, qu'ils viennent au temple se rassembler. Ils arrivent à Paris. Ils sont reçus par le roi de France, loin du centre de la capitale. En effet, les Parisiens ne comprendraient pas de voir ce défilé de renégats sur leurs fenêtres. Ils les haïssent. Le soir, ils festoient, le lendemain, ils scellent l'accord. Mi-octobre 1365, la croisade se met en route. De Chalon-sur-Saône et se dirige vers le sud. Du Guesclin partage son armée en deux groupes. Le premier, commandé par Hugues Calvelet, commandant en second, traverse le massif central. Bertrand commande le deuxième et passe par la vallée du Rhône. Les rangs grossissent à vue d'œil tout au long du chemin. Ils ont tous rejoint les rangs de Bertrand, comme Guillaume Boitel, le Vert Chevalier, Seguin de Badefolle, Guillaume de Lannoy, le Bec de Vilaine et bien d'autres chefs renégats. Fin octobre, toute cette armée s'arrête à Avignon. Le maréchal de Drohem, le plus instruit de tous, entame des pourparlers avec l'envoyé du pape, un cardinal. Monseigneur, nous voulons 200 000 florins qui ont été promis et l'absolution pour ces 12 000 gredins. Surpris et effaré, le cardinal répond « Pour l'absolution, aucun problème. Mais pour les 200 000 florins, je ne suis sûr de rien, je vais en parler au pape. » Bertrand, à côté, lui répond « Monseigneur, il vous convient de donner tout ce que vous demande le maréchal, car il vous dit vrai que les absolutions ne suffiront pas. Ils veulent de l'argent. » Et le maréchal leur ajoutait « Nous avons ici 12 000 hommes que nous pourrons tenir au calme que s'ils sont payés. » Ne voyant rien venir, les compagnies commencent à piller la région. Apeuré, le pape prélève un impôt sur ses habitants. Évidemment, l'Église ne veut pas se démunir et pourtant elle est riche, très riche. Les 200 000 florins sont collectés et donnés au maréchal. Bertrand apprend que l'argent ne vient pas des caisses de l'Église, mais du peuple. Il est outré et courroucé. Mi-novembre 1365, on se remet en route. Du Guesclin est inquiet. Les 200 000 florins ne suffiront pas pour aller battre le roi de Castille et Pierre le Cruel. Pierre le Cérémonieux, roi d'Aragon, comme entendu avec le roi de France, doit leur verser le dernier paiement de l'expédition, soit 100 000 florins. Pierre IV promet de les payer. Cette croisade doit traverser son pays pour rejoindre la Castille. Bertrand à Montpellier, le 29 novembre, avec le groupe, arrive. Quelques compagnies embarquent à Aigues-Mortes pour faire la jonction avec Du Guesclin à Barcelone. Tout ce ramassis de soudards sur ces terres inquiète Pierre IV d'Aragon. Arrivé à Perpignan, qui à ce moment-là était aragonaise, les chefs mercenaires de la Compagnie Blanche sont reçus par Pierre IV d'Aragon. Le roi explique à Du Guesclin et au maréchal
l'organisation de leur passage dans son royaume. Ils devront traverser par groupe de 200 hommes, encadrés par un guide espagnol et accompagnés de cavaliers aragonais. Les arrêts sont prévus tout le long du passage. Les femmes et leurs filles seront priées de se mettre à l'abri. Le roi leur fournira vivres et matériel. Mi-décembre 1365, du Guesclin avec toute son armée passe les Pyrénées par le col du Pertus et s'installe en Catalogne. Il ne partira pas tant qu'il n'aura pas reçu la part du roi d'Aragon pour financer la suite de la croisade. L'affaire se complique, car les chefs mercenaires ont du mal à contenir l'ardeur de leurs hommes. Le roi a peur pour ses concitoyens. Il promet une première fois de payer quand la compagnie blanche sera en Castille. Henri Trastamare et ses Castillans campent à la frontière. Le roi tente d'amadouer les deux chefs de compagnie. Il les invite à Barcelone à un banquet le 1er janvier 1366. Il leur promet une deuxième fois de l'argent dès qu'ils seront en Castille. Il investit même Bertrand et Hugues Calvelay de Grand d'Espagne. Ils reçoivent chacun une baronnie aragonaise, bien sûr à reconquérir sur les terres castillanes. Mais ils ne sont pas dupes. Ils restent fidèles l'un à Édouard III et l'autre à la Fleur de Lys. Ils décident de ne pas bouger. Furieux, Henri Trastamare retire ses troupes tant que Pierre IV n'aura pas versé son dû. Les pillages continuent. Pris à la gorge, il signe un nouveau traité le 25 janvier 1366 avec les mercenaires et Henri Trastamare. Il s'engage à payer son dû quand ils seront en Castille. Il leur fournit une avance tant bien que mal. Les capitaines décident de commencer la campagne d'Espagne.